Bonjour à tous, toutes. Donc, je vais me présenter rapidement au départ pour expliquer un peu d'où je parle, parce que je pense que c'est aussi important de situer mon propos. Alors, effectivement, je suis historienne et je suis par ailleurs militante féministe depuis assez longtemps maintenant et syndicaliste également. Et donc, c'est un peu à tous ces titres, en fait, que je parle aujourd'hui et je vais présenter en fait des ouvrages que j'ai coordonnés ou écrits qui font écho à ce que vient juste de dire Liazid sur en gros la nouvelle dynamique féministe mondiale qu'on connaît et la manière dont elle se réapproprie aussi toutes les questions relatives aux violences sexistes et sexuelles. Et puis, en réalité, comment ces questions aussi s'inscrivent dans l'histoire et finalement s'inscrivent dans une division sexuée du travail. Je vais expliquer un peu comment j'entends ça, enfin comment d'ailleurs, pas seulement moi, mais même les collègues qui ont élaboré ce concept entendent ça. Et du coup, comment finalement ça fait partie, enfin les violences sexistes et sexuelles font partie intrinsèque finalement de la manière dont le travail est organisé en réalité, et y compris d'ailleurs dans l'histoire, hein, puisque voilà, le dernier ouvrage que je présenterai à la fin, c'est ma recherche récente en tant qu'historienne, quoi. Mais d'abord, pour lancer, et c'est comme ça qu'en fait je vais organiser mon propos aujourd'hui, c'est sur mon cheminement, en fait, dans un premier temps, voilà, avec Pauline Delage, hein, on a coordonné ce livre, donc Féminisme dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire. Notre idée de départ, c'était assez simple, hein, on était en 2018. Moi, je faisais des voyages en Argentine et elle faisait des voyages ou vivait en Suisse. Et on s'apercevait qu'en fait, la contestation féministe dans ces deux pays était très puissante, très massive. C'est-à-dire qu'on trouvait en Argentine, par exemple, des foulards verts un peu partout dans l'espace de la ville de Buenos Aires, des livres féministes dans les librairies, des actions militantes féministes permanentes dans le métro, dans l'espace public, etc. Pauline, elle voyait aussi plein de choses en Suisse, puisque c'était au moment de la préparation de la grève féministe en Suisse qui a eu lieu en 2019. Et on s'est dit, c'est hallucinant en fait ce qui est en train de se passer dans plein d'endroits, puisqu'il y avait ces deux pays-là, mais il y en avait d'autres. Et en France, on n'en était pas du tout là en fait à ce moment-là. Donc on a eu envie, toutes les deux, de contribuer en fait à visibiliser finalement toute cette dynamique féministe qui se reconfigure depuis le milieu des années 2010. Donc ce qu'on a fait dans ce livre, en fait, c'est qu'on a donné la parole à des militantes de différents pays. Alors 23 récits, en réalité, je crois qu'il y a 21 pays, puisqu'il y a 2 récits qui portent sur la France. Mais on a essayé de donner la parole à différentes militantes et à différentes actrices de cette contestation féministe, parce que finalement, c'est aussi un des points importants à avoir en tête, c'est que ce renouvellement de la contestation féministe, il est porté par des acteurs et des actrices qui sont différentes par rapport aux périodes antérieures. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tout un tas de réflexions autour de l'articulation entre des revendications qui concernent les femmes et des revendications qui concernent les minorités de genre. Il y a tout un développement autour, par exemple, du transféminisme. Il y a des réflexions autour des rapports de pouvoir qui peuvent exister aussi sur les questions, par exemple, ethno-raciales dans le mouvement féministe. Il y a aussi, il y a tout un tas de nouvelles expressions en fait qu'on connaît aujourd'hui qui n'étaient pas absentes, par exemple, de la contestation des années 70, mais n'étaient pas mises en avant centralement, il y avait plus une focalisation sur qu'est-ce qui nous unit. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une focalisation sur qu'est-ce qui nous désunit, mais il y a plutôt une attention justement à respecter aussi les expériences des uns, des unes, des autres, justement pour les mettre aussi en mouvement en fonction de leur quotidien, de la manière dont ils et elles sont insérés dans les rapports sociaux. Donc on a souhaité visibiliser ça, c'est-à-dire différents acteuristes, y compris des syndicalistes, etc., qui pouvaient rendre compte finalement de la variété de cette contestation en termes d'acteurisme mobilisé. On a aussi souhaité montrer la variété de cette contestation en termes de revendications mises en avant, puisqu'en fait, justement, donc le continent latino-américain, et c'est complètement dans le sujet du jour, hein, était complètement, et toujours d'ailleurs, hein, dans une vague. Bon, après, là, voilà, on assiste aujourd'hui à un backlash réactionnaire, comme ce qui est un peu le même que celui auquel on assiste en France, mais dans le continent latino-américain, ce qui a vraiment
ça faisait déjà depuis le début des années 2000 finalement qu'il y avait des contestations féministes contre les féminicides, c'est-à-dire donc des femmes qui sont tuées parce que ce sont des femmes. Et en réalité, ce qui a vraiment relancé la dynamique, disons ce qui a massifié encore cette dynamique-là, c'est donc, notamment pour l'Argentine, le féminicide d'une jeune femme, Lucia Pérez, de 16 ans, qui a littéralement mis le feu aux poudres et a donné lieu justement à un groupe qui s'appelle Ni Una Menos, pas une de moins, qui ensuite a lancé une contestation féministe qui a vraiment été reprise très, très largement par donc, des féministes argentines, des féministes chiliennes, avec donc cette flash mob que vous avez sans doute vu passer puisqu'elle a vraiment fait le tour des continents. Le violeur, c'est toi. Vous avez peut-être vu des manifestations qui reprenaient cette flash mob, donc qui insiste vraiment sur la dimension de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au moment où il y avait MeToo. C'est-à-dire au moment où il y avait MeToo, mais c'était du coup une dynamique qui, pour le continent latino-américain, finalement, était déjà antérieure au MeToo qu'on a connu par la suite. Mais dans d'autres endroits, par exemple en Suisse, un des enjeux centraux finalement du renouvellement de la contestation féministe, ça a été l'égalité au travail. Ça a été donc le 14 juin 2019, une énorme manifestation, un jour justement de grève féministe, je vais y revenir, où là on a pareil, on a des pédibus qui se rendent vers les manifestations, des actions symboliques qui sont menées. On a même d'ailleurs une boîte comme Ikea qui autorise ses salariés ES à quitter plus tôt le travail pour aller manifester. Donc une contestation vraiment d'ampleur, centrée sur la question justement de l'égalité au travail, mais le travail n'étant pas entendu comme uniquement du travail professionnel, mais aussi du travail domestique, ce qui est vraiment le cœur de l'idée de grève. On a eu aussi, et d'ailleurs en Argentine, ça c'est très important, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment toute la mobilisation, elle a été aussi irriguée par la lutte pour le droit à l'avortement, qui était alors pas autorisée en Argentine et qui l'est depuis en 2020. Donc en fait, une variété de revendications dans les différents pays, et par exemple à d'autres endroits aussi, ça peut être des revendications qu'on pourrait considérer comme écoféministes, même si c'est pas forcément dit comme ça, mais par exemple des femmes qui s'impliquent contre l'implantation d'une entreprise qui va aller polluer les eaux, dont elles ont la charge d'aller récupérer les eaux justement pour la subsistance, etc. Et donc du coup, elles se mobilisent aussi pour justement la préservation de l'écosystème en tant que travailleuses en charge de cette subsistance au niveau, par exemple, de communautés indigènes. Ça, c'était le cas, par exemple, en Équateur. Donc différentes revendications, différentes actrices, différentes modalités. Et il y a un truc très important qui a réémergé là, qui en fait était déjà présent un peu dans l'histoire, des contournements de mots d'ordre de grève. Il y avait eu dans l'histoire la grève de l'impôt, par exemple, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles disaient, puisqu'on n'a pas le droit de vote, on ne va pas payer d'impôts non plus. Ça, c'était bien avant 14, par exemple, en France. Ça a été repris dans les années 70, où il y a eu des mots d'ordre de grève des femmes dans les années 70, même aux États-Unis, par exemple. Il y a une date qu'on connaît un peu dans l'histoire des féminismes en France, qui est, vous savez, le 26 août 70, quand une action de 12 féministes va déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe en disant il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Donc cette date, elle est considérée comme un peu la date de lancement du mouvement de libération des femmes en France. En fait, cette date, c'était la date d'une grève des femmes aux États-Unis. Et c'est par solidarité avec cette grève des femmes aux États-Unis que ces féministes-là ont mené cette action-là. Donc l'idée de la grève, elle était déjà présente, de la grève des femmes. Dans les années 70 aussi, en France, elle est reprise. Mais là, elle prend une ampleur beaucoup plus importante. C'est-à-dire que ces mobilisations-là que j'évoque, elles se traduisent par des grèves vraiment de masse, avec plusieurs millions de personnes qui arrêtent le travail domestique et le travail professionnel, soit à l'occasion du 8 mars, soit à l'occasion, par exemple, du 14 juin pour la Suisse. Donc c'est valable pour le continent latino-américain, mais c'est valable aussi, par exemple, dans l'État espagnol. C'est-à-dire qu'il y a eu d'ailleurs récemment toute une série d'émissions dans la série documentaire sur le processus de la grève féministe dans l'État espagnol, où en fait, après, c'était en 2019, je pense, un truc comme ça, donc suite à un appel des militantes argentines, des féministes argentines à la grève, c'est repris dans d'autres pays, et notamment donc, dans l'État espagnol, en Belgique, en Italie. Et c'est aussi là
que ça commence à être connu en France. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, il y a déjà des collectifs en France féministes qui mettent en avant l'idée de la grève féministe. Par exemple, le collectif Tout en grève 31 vers Toulouse, qui essaye de mettre en avant cette idée. Mais ça prend très peu. Et puis, à partir de 2017-2018, il commence à y avoir une première bascule, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de groupes féministes en France qui reprennent cette modalité d'action. On a des organisations syndicales, notamment de transformation sociale, comme la CGT, la FSU et Solidaire, qui appellent à la grève féministe le 8 mars, même si, en fait, à ce moment-là, c'est pas très central, c'est pas très approprié. En tout cas, il y a encore assez peu de personnes qui font véritablement grève, c'est-à-dire qui ne travaillent pas professionnellement, et d'ailleurs même aussi au niveau domestique, à cette occasion-là. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est une question qui fait son chemin et qui peut-être, là, est un peu en train de changer qualitativement en France. Mais là, je n'ai pas fait d'enquête pour le dire, c'est plus impressionniste. C'est qu'on est passé de l'idée qu'en France, la grève féministe est quelque chose de symbolique à la grève féministe, comment on la construit en fait. Depuis depuis un an globalement, peut-être depuis l'année dernière, on reviendra sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais là, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit saut sur, justement, et notamment d'ailleurs sur, à l'hôpital, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale faire la grève, et du coup la grève féministe, quel sens ça peut avoir justement en tant que personnel hospitalier, comme d'ailleurs cette discussion elle a lieu aussi dans le monde de l'éducation, qui est très majoritairement composée de femmes, les hommes étant au plus haut de la hiérarchie. Enfin, après, bon, on pourra rentrer dans les détails par la suite dans la discussion si vous le souhaitez. Donc, en fait, en tout cas, cette question, elle est un peu en train de bouger. Et là où il y a quelque chose d'important à avoir en tête, c'est qu'elle met au cœur de la contestation le travail. Et le travail, et notamment le travail reproductif, Liazid l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce travail qui, quelle que soit la manière dont il est mené, finalement, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère domestique, participe aujourd'hui, puisqu'on est dans le capitalisme, de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire permet de retourner travailler le lendemain et permet aussi de se reproduire de génération en génération. Et donc, l'idée de cette grève féministe, elle dit, voilà, ce travail, en fait, il est soit gratuit dans la sphère domestique, soit déqualifié dans la sphère professionnelle, parce qu'en fait, ce sont des compétences qui sont naturalisées. On dit que c'est le prolongement du rôle de mère que de s'occuper, par exemple, des enfants en bas âge, des enfants un peu plus grands, des malades, des personnes âgées, toutes les personnes, même à domicile, etc. Donc, c'est finalement pas des véritables métiers. En réalité, c'est ce qui fait, en fait, la déqualification de tous ces métiers-là qui sont, qui font qu'on met en œuvre des compétences, mais qui sont naturalisées. C'est-à-dire qu'on pense que ça n'est pas des vraies compétences, on pense que finalement, tout ça ne nécessite pas de qualification. C'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de les penser en même temps, à la fois tous les aspects domestiques qu'on fait gratuitement, comme faire à manger, faire les courses, etc. Et en même temps, penser en même temps les professions déqualifiées dans la sphère professionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'on les pense en même temps, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans l'histoire, on les a déjà pensés en même temps. Par exemple, dans les années 70, les organisations syndicales dénoncent les bas salaires, les femmes qui gagnent des bas salaires parce qu'elles sont dans des secteurs déqualifiés ou elles font des métiers qui sont déqualifiés. Alors là-dedans, donc c'est cette idée-là, l'idée de la grève féministe, qui du coup met centralement le travail au cœur et montre que finalement, d'autant plus après la période Covid, pandémie, etc., tous ces métiers-là qui sont déqualifiés, en réalité, ce sont des métiers qui sont essentiels. Ce sont des métiers qui, c'est les premières de cordée, c'est celles qu'on avait évoquées et d'ailleurs qui étaient toujours, dont on a cru à un moment donné, pendant toute cette période, qu'il y aurait une revalorisation de ces métiers à prédominance féminine. Bon, c'est pas du tout finalement ce qui s'est passé. Mais
Mais en tout cas, voilà, c'est ces métiers-là, en fait, qui font finalement aussi le cœur de ce processus de la grève féministe. Et ce qui est très intéressant, enfin, sur ce processus-là, c'est que centré sur la question du travail et de ce travail reproductif, c'est une manière aussi d'entraîner largement. Donc non seulement les femmes, mais aussi par exemple les minorités de genre qui, par exemple, ont commencé aujourd'hui à s'organiser autour de ça, c'est-à-dire montrer aussi les carrières hachées, du fait de l'assignation de genre, du fait, du soin que ces personnes aussi prennent pour d'autres, etc., etc. Donc il y a eu tout un tas de nouvelles, de nouvelles acteurs, de nouvelles actrices en fait qui se sont mises en mouvement à l'occasion de la perspective de la grève féministe, parce que justement c'était aussi centré sur cette question du travail. Et alors le travail, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ça qui permet aussi de comprendre justement ce qui se joue, et là je fais le lien avec les violences sexistes et sexuelles. Donc on parlait tout à l'heure, Yazid parlait de division sexuée du travail, donc ça c'est au cœur de ma démarche. L'idée de la division sexuée du travail, donc je l'ai déjà un peu amenée là quand je parlais des métiers déqualifiés, etc., c'est qu'en fait, donc c'est une conceptualisation qui a été élaborée par une sociologue qui s'appelle Danielle Kergoat au début des années 80, et c'est l'idée que tendanciellement, les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. Donc c'est quelque chose c'est l'idée de séparation en fait. Donc évidemment il y a des évolutions, évidemment il y a eu des politiques publiques pour la mixité des métiers, évidemment il y a plein de choses qui se jouent au niveau de l'éducation aussi, mais ça reste toujours vrai. Bon, souvent, j'ai des PowerPoint pour montrer des chiffres, mais là, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire. Mais on le voit encore aujourd'hui dans l'orientation scolaire, que ce soit dans le lycée général, professionnel ou technologique. On a toujours, finalement, des orientations qui sont très différenciées, avec, par exemple, la coiffure, l'esthétique, le bâtiment, ou tout le secteur médico-social, et l'électronique, ou encore, avec la réforme du bac, les filières littéraires, humanités, etc., et les filières scientifiques, où il y a eu, finalement, alors qu'il commençait à y avoir une relative égalité dans les filières S antérieures, là, il y a un nouvel écart qui s'est recreusé, finalement, y compris dans les filières générales, entre les filles et les garçons. Et donc, l'orientation scolaire, elle participe de la fabrication de cette division sexuée qui fait que, tendanciellement, on ne fait pas les mêmes métiers. Et évidemment, en termes de séparation, on a toujours ce même phénomène dans la prise en charge du travail domestique non rémunéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, jusqu'à la naissance du premier enfant, il y a un relatif équilibre de prise en charge des tâches du ménage, on va dire. Mais à partir de la naissance du premier enfant, et puis après, plus il y a d'enfants, plus l'écart est grand, puisque en fait, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on constate que des hommes ont encore davantage de primes à mesure, ou de promotion à mesure qu'il y a un nombre important d'enfants dans leur famille. Enfin, ça, elle a dit, je ne sais plus quoi, il y a un nom pour dire ça, mais bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, la prise en charge des tâches domestiques reste encore très inégalement répartie. Il y a des enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui sont menées, qui sont assez simples finalement, sur 24 heures, qui fait quoi en fait, avec des corpus quantitatifs très importants de 20 000 personnes. Donc on se retrouve quand même toujours à avoir des différences importantes en termes de prise en charge du travail domestique non rémunéré. Et donc ça, c'est l'idée de séparation. Et l'idée de hiérarchisation, c'est que quand on est dans les mêmes secteurs d'activité, donc un exemple parfait que moi je connais très bien, c'est l'éducation nationale, mais en fait je pense que c'est valable aussi finalement pour l'hôpital. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, dans le premier degré, on a 86% de femmes enseignantes. Les hommes passent beaucoup plus rapidement directeurs. Les AESH, les ATSEM, en tout cas en région parisienne, sont souvent racisés, parce que du coup, il y a une division sexuée qui se croise avec une division ethno-raciale du travail. Et puis, plus finalement, dans le second degré, c'est au niveau des chefs d'établissement qu'on a une majorité d'hommes. Et plus on monte, puis alors dans le supérieur, je ne vous raconte pas le délire, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais en tout cas, une division sexuée par une hiérarchisation qui s'opère, où plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Et donc, c'est valable dans les services publics et c'est valable dans le privé de la même manière, en réalité, puisque moi, j'avais travaillé aussi avant, mais bon, sur l'industrie, on le voyait très, très bien dans l'industrie. C'est-à-dire, j'avais travaillé, par exemple, sur Moulinex, où les femmes étaient toutes OS, donc au plus bas de la hiérarchie, et plus on montait dans la hiérarchie de Moulinex,
moins il y avait de femmes, c'était tout à fait clair. Donc voilà, alors ça c'est très important pour comprendre le déploiement des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Alors effectivement, du coup, voilà, Yazine m'a contactée parce que j'ai participé à un livre coordonné par Lénaïque Brodou, qui est journaliste donc d'ailleurs rédactrice en chef de Mediapart maintenant, et qui a beaucoup travaillé sur la question des violences sexistes et sexuelles, sur l'affaire Beaupin, etc. Et donc moi, voilà, je travaille beaucoup plus sur le monde du travail et du coup, j'avais contribué dans le livre en essayant de montrer comment finalement ces violences sexistes et sexuelles, elles sont aussi, elles sont favorisées par cette division sexuelle du travail dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'en réalité, si, dans la mesure où il y a une hiérarchisation entre les femmes et les hommes, de fait, on se retrouve dans une situation où les femmes donc, sont beaucoup plus sujettes, y compris matériellement, à être exposées à ce type de violences sexistes et sexuelles, puisqu'elles sont plus précaires, puisqu'elles sont plus à temps partiel, puisqu'elles sont plus au plus bas de la hiérarchie, et donc du coup sous la coupe d'hommes en position de pouvoir, ce qui rend aussi comment dire, la prise de parole, on va dire, plus difficile, puisque c'est concrètement le boulot qui est menacé dans ces conditions matérielles-là. Alors j'essayais de rendre compte un peu quand même dans cette contribution du fait qu'évidemment, depuis MeToo, il y a des choses qui bougent. Et on l'a encore vu récemment, du coup, chez vous, mais dans tout un tas de métiers, en fait, il y a aussi des choses qui bougent. Il y a, par exemple, et je pense que vous devez avoir déjà vu passer ça, mais des violentomètres qui sont proposés. Donc, est-ce que vous voyez ce que c'est, les violentomètres Alors, juste les violentomètres, en fait, c'est une échelle de vert à rouge qui est utilisée dans le monde du travail, mais qui est aussi utilisée, par exemple, à destination des adolescentes, ou qui est utilisée finalement aussi juste simplement pour des adultes, pour savoir un peu voilà, quel est le niveau de toxicité de la relation qu'il est en train d'avoir. Alors voilà, précisément ça, c'est un violentomètre sur le monde du travail. C'est donc un violentomètre qui permet en fait, quand le niveau est vert, ça veut dire que les relations de travail sont saines. Voilà. Et en fait, à mesure qu'on passe au rouge, les relations de travail sont malsaines, toxiques et violentes, voire on est dans une situation où on est victime finalement d'un agresseur. Donc ça va jusqu'à l'agression, jusqu'au viol. Mais ça permet, l'avantage de ces violentomètres, c'est qu'ils permettent de montrer qu'il y a un continuum de violence, c'est-à-dire que de la blague à l'insulte, jusqu'au viol, il y a en réalité un continuum, c'est-à-dire que la blague et l'insulte, ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'une blague ou une insulte, ça permet de réitérer la norme quotidiennement et du coup de remettre les gens à leur place, qu'elles soient d'ailleurs sexistes, homophobes ou racistes. C'est pareil, c'est remettre les gens à leur place. Et donc, du coup, voilà, c'est déjà une violence en fait. C'est la blague ou l'insulte, c'est le niveau orange en fait. Et évidemment, ça n'est pas pareil qu'une agression ou un viol. Ça n'est pas la même chose. Mais il y a un continuum. Et donc, c'est une façon de finalement mettre à distance ce qu'on est en train de vivre et savoir se situer dans la relation de travail qu'on est en train d'avoir. Et du coup, pouvoir se dire, là, ce qui est en train de se passer, ça relève du jaune, ça relève du orange, ça relève du rouge. Et c'est plus ou moins grave. Il faut plus ou moins que j'en réfère à différents types d'autorités ou collègues et ou militants syndicaux, etc. etc. Donc, moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant parce que quelquefois, on est assez perdu, surtout quand on est victime de violences sexistes et sexuelles. Et ce n'est pas forcément évident de se situer finalement dans cette relation, de se dire finalement ce que je vis, ça relève de ça. Puisque évidemment, dans les violences sexistes et sexuelles, ce qui est très largement utilisé, c'est par exemple l'inversion de la culpabilité, c'est-à-dire si je fais ça, c'est parce que tu as fait ça, tout est de ta faute en fait. Et donc ça, démêler quand on est mal ce qui est en train de se passer et cette idée par exemple d'inversion de culpabilité, c'est pas du tout évident. Donc en tout cas, les violentomètres, ils servent à ça, mais ils permettent
dans le monde du travail. Et après, ils permettent justement de nous alerter sur, voilà, là, il y a nécessité d'en référer à une asso, à quelqu'un de toute façon d'autre, parce que je suis en danger, en fait. Hein. C'est ça. Et alors, du coup, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que effectivement, tous ces éléments-là sont de plus en plus pris en charge dans le monde du travail aujourd'hui. Et on ne peut pas les déconnecter de l'organisation du travail en général. C'est-à-dire que les positions subalternes dans lesquelles on se situe en tant que femme et ou femme racisée dans l'organisation du travail sont autant d'éléments en fait, qui rendent l'expression de ces violences et la lutte contre ces violences difficile. Mais c'est comme ça aussi qu'il faut, à mon avis, affronter le problème. Et j'ai travaillé aussi, du coup, dans le même temps, sur ce qui se joue. C'est aussi à ce titre, je ne sais pas d'ailleurs, mais bon, j'ai aussi travaillé sur ce qui se joue en milieu militant, du point de vue des violences sexistes et sexuelles, parce qu'il y a dans l'organisation du travail, et puis il y a aussi évidemment, je veux dire, en fait, aucun secteur, aucun lieu de la société n'est épargné par ce phénomène. Et donc, du coup, voilà, il s'agit aussi par ailleurs d'avoir conscience de ça, y compris dans les milieux militants et syndicaux. Voilà, alors, voilà, donc du coup, pour peut-être terminer, ça. Je vais terminer sur Mobiliser, donc une histoire féministe des contestations populaires, qui est du coup le livre que là j'ai sorti cette année, qui est en fait un peu lié à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la nouvelle dynamique féministe que l'on vit, la mise en avant justement des violences sexistes et sexuelles et le fait que, aussi ça c'est très important, c'est pas tant qu'il y a une libération de la parole, mais qu'il y a, comme disent d'ailleurs des tracts féministes aujourd'hui, il y a une libération de l'écoute, parce qu'en fait la parole, ça fait bien longtemps qu'elle était prise, sauf qu'elle n'était pas entendue, elle n'était pas écoutée. Et là, il y a davantage d'écoute avec tout ce qu'on connaît dans la dernière période, y compris là même Depardieu, Judith Godrèche, etc. etc. Donc voilà, tous ces éléments-là m'ont conduite dans mon travail de recherche, donc là c'est mon travail de recherche en tant qu'historienne, à aller voir un peu justement dans l'histoire ce qui se joue du point de vue du travail reproductif. Donc voilà, c'est vraiment parti au départ de la mobilisation des femmes gilets jaunes, et non pas des femmes de gilets jaunes, mais des femmes gilets jaunes, où en fait on m'a demandé d'écrire un petit article et dans lequel j'ai essayé de montrer que ce qui était fou, c'est qu'à chaque fois que les femmes se mobilisent dans l'histoire, on est surpris. On est surpris parce qu'on se dit ça n'arrive jamais, en fait. Et si on se dit, voilà, ça n'arrive jamais, c'est rare, et si elles se mobilisent, ça veut dire que c'est vraiment très très grave ce qu'on est en train de vivre. Et en gros, moi, ce que j'essaye d'inverser, je pars de ça pour ce livre, j'essaye de dire, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on les oublie systématiquement. Pourquoi on oublie systématiquement la participation des femmes aux luttes dans l'histoire? Et c'est vraiment mon lancement, en fait, de revenir un peu sur comment les femmes des classes populaires, principalement, se mobilisent finalement depuis 1945, en l'occurrence, sur la base de leur travail reproductif. C'est-à-dire ce qui me permet de faire le lien entre des épouses, des mères de famille qui se mobilisent, je ne sais pas, en soutien à leur mari, pour obtenir des garderies dans leur cité, pour partager des machines à laver, des femmes, par exemple, dans le monde agricole, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc faire le lien entre ces femmes en tant que travailleuses domestiques, non rémunérées, on va dire, et en même temps, toutes celles qui se mobilisent dans le monde professionnel, par exemple, pour dénoncer la déqualification à laquelle elles sont assignées du fait de la naturalisation des compétences que j'évoquais tout à l'heure. Et un truc qui peut-être vous intéressera de façon plus précise, c'est que j'ai par exemple j'ai vraiment découvert la mobilisation des élèves infirmières du milieu des années 70 qui, en fait, à ce moment-là, déployaient des banderoles où elles disaient explicitement non au travail gratuit, puisqu'elles étaient obligées de payer leurs inscriptions. Elles n'étaient évidemment pas payées quand elles faisaient des stages à l'hôpital, quand elles faisaient tout leur stage à l'hôpital. Mais du coup, et en plus, elles étaient sujettes à tout un tas de trucs disciplinaires très répressifs en réalité.
Et donc, du coup, elles se sont mobilisées quand même pendant 2 ans, et cette mobilisation, elle n'a quasiment pas, enfin, à ma connaissance, elle n'avait pas été étudiée avant, pour justement réclamer d'être payées pendant qu'elles font leur stage. Et donc, je trouve que c'est vraiment ce type de mobilisation aussi que j'ai étudié, tout en étudiant, enfin, et je vais m'arrêter là, hein, les répercussions que ces mobilisations-là ont eues sur les organisations qui les ont portées. Et ça, c'est le dernier point, et j'insiste, c'est qu'en fait, on ne peut pas travailler sur comment les mouvements sociaux s'impliquent sur une question, et notamment sur les femmes et les questions féministes, même si là, la plupart des femmes sur lesquelles je travaille, elles ne se disent pas féministes, hein, mais ça c'est peut-être encore un autre sujet, sans évoquer les répercussions que ça a sur ces organisations. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces organisations mettent quand même donc syndicales, professionnelles, syndicales résidentielles, donc là j'ai beaucoup travaillé sur la CGT, la CFDT, ou encore sur le mouvement des familles, ou encore sur l'action catholique spécialisée, sur différentes structures en fait organisationnelles, en montrant finalement comment la composition de ces organisations elle est déterminante pour l'émergence des revendications. Si on n'a pas de femmes à la tête des syndicats, pour le dire très clairement, c'est à peu près clair que les revendications qui sont portées par les femmes ne vont pas être prises en charge par des hommes qui sont à la tête de ces syndicats. Si on n'a pas de personnes racisées, si on n'a pas de personnes en situation de handicap, si on n'a pas de minorité de genre, etc., 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 parce que c'est des personnes qui sont les mieux à même finalement de comprendre la spécificité aussi de leurs expériences pour faire émerger ces revendications. Et donc, du coup, voilà, je reviens de façon assez systématique sur l'idée d'en finir avec un syndicalisme d'hommes, par exemple. Hein, ça, c'est un terme qui est utilisé à la CFDT au début des années 80. Ou bien en finir avec les catégories, parce qu'à la CGT, en revanche, il y a des catégories. Il y a la lutte des classes, puis après, il y a les autres. Il y a les femmes, les immigrés, les jeunes, les dites catégories, et donc les féministes, enfin, les femmes, parce qu'elles ne se disent pas féministes, impliquées à la CGT de l'époque, disent on n'est pas des catégories, quoi. On en a marre d'être des catégories, en fait. Et donc, du coup, elles appellent à une forme de transversalisation, finalement, des questions, une appréciation plus globale. Et puis, enfin, voilà, je termine aussi sur, évidemment, MeToo aussi, et notamment l'idée du MeToo syndical, hein, les débats qu'il y a en ce moment, y compris en interne des organisations syndicales, qui rassemblent différentes organisations syndicales pour, justement, dénoncer aussi, y compris les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir dans les milieux militants, notamment syndicaux. Hein, mais comme vous le savez, c'est pas que dans les milieux syndicaux, c'est dans les milieux politiques aussi. Enfin bon, voilà, c'est à peu près partout, comme je disais.